Bonjour à tous. Comme le disait Laurent à l'instant, merci d'être si nombreux à nous rejoindre pour ce nouveau webinaire concernant les dernières évolutions liées au Brexit. Alors, je rappelle effectivement les petits propos introductifs de Laurent. Si tout le monde pouvait, le cas échéant, couper son micro et éventuellement sa caméra, ce serait parfait. Et puis, effectivement, les questions, vous pouvez nous les poser bien évidemment via le chat. Et puis, en fin d'intervention, nous essaierons de prendre celles éventuellement qui reviennent le plus souvent, afin que soit moi, soit Laurent Vol, soit Magali Benet ou Delphine Racle des douanes puissent y répondre. La présentation sur les modifications réglementaires qui sont incluses par le Brexit se veut assez concise. Évidemment, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de rentrer dans le détail des différents points que je vais évoquer, à savoir le marquage CE, la fiscalité, les contrats, ainsi que la propriété industrielle. Mais comme le disait Laurent Vol à l'instant, nous avons la possibilité de vous proposer, à la suite du webinaire, une prestation d'accompagnement Brexit qui a pour but de revoir avec vous ces différentes problématiques qui peuvent se poser dans vos entreprises par le biais d'un entretien individualisé qui nous permettra d'y répondre plus en profondeur. Alors, concrètement, des chiffres que vous connaissez certainement, mais qui nous permettent d'avoir une idée de l'impact que pourra avoir ce Brexit. Le Royaume-Uni est le troisième partenaire commercial de la France. Premier excédent commercial pour les échanges de biens, ce qui est énorme, les chiffres datant de 2019. Les derniers chiffres qui nous... Est-ce que tout le monde voit la présentation? Pas. Bien qu'elle est à l'écran. Oui, c'est bon pour tout le monde, parfait. Les derniers chiffres qui nous sont parvenus font état de 30 000 entreprises françaises qui exportent vers le Royaume-Uni. Alors, j'emploie là les mots d'exportation. Effectivement, à partir du moment où le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Union européenne, on pourra parler d'exportation. Pour l'instant, et ce jusqu'à la fin du mois, on est encore sur un marché unique, donc on ne parle pas littéralement parlant d'exportation. Quoi qu'il en soit, sur ces 30 000 entreprises, 84% de TPE, de PME, qui représentent la majorité des entreprises qui sont amenées à solliciter nos services. 2000 d'entre elles réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires avec le Royaume-Uni. Et on a approximativement 100 000 entreprises françaises qui réalisent des importations. Tout ça, voilà, pour mettre en perspective un petit peu ces conséquences économiques et par le fait réglementaire, juridique, qui vont se poser aux différentes entreprises françaises et notamment aux entreprises régionales de Bourgogne-Franche-Comté. On ne vous entend plus. Oui, Julien, il n'y a plus de son. Julien, ton micro est coupé. Alors, on a un tout petit problème de passage des slides, mais c'est pour ça que vous ne nous entendez plus. Mais normalement... Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui. On a effectivement, c'est peut-être lié au nombre. Oui, Julien, on t'entend. Qui sont connectés. On a un souci de passage des slides pour l'instant. Attendez un petit instant. Alors, le souci en plus, c'est que je ne peux pas les connecter parce que j'ai tout le... Attends.
Voilà, les slides sont revenus. On est désolé pour ce contretemps. Après ces chiffres et ce point de situation donc chiffré, la question va se poser pour beaucoup d'entreprises sur la conformité réglementaire et normative de leurs produits. Concrètement, le marquage CE. Pour l'instant, le Royaume-Uni fait partie de l'Union européenne et nous avons un système d'harmonisation normative et réglementaire des produits qui entrent dans le champ d'application ou pas d'une directive marquage CE. Qui est un moyen effectivement de permettre cette libre circulation des produits sur les 28 pays membres. À partir effectivement du 1er janvier 2021, le marquage des produits, le marquage CE, la conformité des produits va évoluer au Royaume-Uni et un nouveau logo, le logo UKCA pour UK Conformity Assessed, va remplacer progressivement le logo CE que vous connaissez tous. Je suis désolé, il y a quelqu'un en fait qui doit prendre la main sur les slides, ce qui fait que ni Laurent ni moi ne pouvons reprendre la main sur le déroulé des présentations. Julien, on ne t'entend plus. Est-ce que je peux couper ? Voilà, la présentation est revenue pour tout le monde. On est navré de ce contournement. Ce que je vous expliquais, ce logo UKCA va remplacer progressivement le logo de marquage CE que vous connaissez pour la plupart. Alors, à partir du 1er janvier 2021, ce logo, effectivement, va être officiellement mis en place au Royaume-Uni, mais les Britanniques ont décidé d'une période de transition pour certains produits soumis à ce marquage jusqu'au 1er janvier 2022. Vous avez le site du gouvernement britannique qui vous permet, en fonction des différents produits que vous êtes amené à distribuer ou à fabriquer, qui vous permet de savoir si effectivement ce produit fait partie de cette période transitoire qui permettra de conserver le marquage CE jusqu'au 1er janvier 2022 ou pas. À ce propos, la notion essentielle qu'il va falloir retenir pour savoir si votre produit marqué CE actuellement est vendu au Royaume-Uni devrait être modifié, retesté pour obtenir ce UKCA est la notion de mise sur le marché. Les produits qui sont mis sur le marché avant le 1er janvier 2021 pourront, a priori, pour l'instant avec des guillemets, mais a priori, le rester sans changement, que ce soit du côté Royaume-Uni ou du côté Union européenne.
Qu'est-ce que la mise sur le marché? À partir de quel moment peut-on considérer qu'un produit est mis ou non sur le marché? Eh bien, quand la marchandise va sortir de la chaîne de production, ayant fait l'objet d'une offre ou d'un accord entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. Ce qui veut dire, et là c'est là que la complexité naît, que cette mise sur le marché n'implique pas obligatoirement un transfert physique des produits. Un produit stocké, encore chez vous en France, peut être considéré comme déjà mis sur le marché, par exemple au Royaume-Uni, à partir du moment où l'on peut prouver qu'un accord a été conclu avec un partenaire britannique. D'où l'intérêt de veiller à cette problématique qui est relativement complexe et qui peut impacter beaucoup de structures. Et puis un point qui est lié aussi à ces marquages de conformité réglementaire et normative, c'est la question des laboratoires, des organismes notifiés. Jusqu'à maintenant, n'importe quel organisme notifié de n'importe quel pays de l'Union européenne pouvait certifier un produit et celui-ci pouvait voyager sans entrave dans les différents autres pays de l'Union européenne. À partir du 1er janvier 2021, les organismes notifiés du Royaume-Uni ne font plus partie de cette certification-là. Ce qui veut dire très concrètement que si vous avez fait tester vos produits actuellement par un organisme notifié britannique, il va falloir, c'est peut-être déjà le cas, vous prendre la tâche d'un nouvel organisme notifié qui lui sera dans les 27 afin que votre produit puisse continuer à être librement vendu et mis sur le marché dans les 27 pays de l'Union européenne. Autre conséquence que la partie réglementaire et normative, des conséquences en matière fiscale, directement impactées par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les conventions fiscales franco-britanniques, d'une part, sur la partie impôt sur le revenu et imposition en matière de succession notamment, ces conventions fiscales bilatérales franco-britanniques vont continuer à produire leurs effets. Il n'y a pas de modification à attendre suite à la sortie de l'Union européenne. En revanche, en ce qui concerne la fiscalité indirecte, principalement la TVA, les choses vont changer. Effectivement, en termes de territorialité, les opérations qui sont réalisées entre les deux pays, Royaume-Uni et France, ne seront plus considérées comme des livraisons-acquisitions intracommunautaires comme c'est le cas actuellement, et comme c'est le cas entre la France et 26 autres pays de l'Union. Elles sont considérées comme des exportations et des importations. Alors, la conséquence directe de cette modification va se connaître sur la facturation. Les factures que les entreprises françaises vont devoir émettre à l'attention de leurs partenaires britanniques seront des factures de vente hors taxe, comme c'est le cas actuellement, mais la justification fiscale va être modifiée. Effectivement, ces factures devront être éditées et porter la mention de l'article 262 grand 1 du Code général des impôts, et plus de l'ancien article qui était le 262 ter grand 1, qui justifiait la vente à un partenaire intracommunautaire. Donc les factures, concrètement, elles sont toujours éditées hors taxe pour la vente de marchandises, de biens meubles corporels. Et elles devront comporter la justification de cet article du Code général des impôts. D'autre part, évidemment, jusqu'à présent, les Britanniques avaient un numéro de TVA intracommunautaire, donc qui commençait par GB et la suite de chiffres. À partir du 1er janvier, ils n'auront plus effectivement ce numéro de TVA intracommunautaire parce que sortis de l'Union, ils auront une identification fiscale locale que vous devrez porter sur vos factures afin, en cas de contrôle fiscal, que vous puissiez prouver que vous avez mis en place une facture hors taxe à bon droit. À savoir que, à la fois, vous avez un partenaire qui se situe hors de l'Union européenne et que vous pouvez prouver un transfert physique de marchandises. Sans quoi, en cas de contrôle fiscal, vous pourriez être redressé ayant réalisé une facturation hors taxe à mauvais droit. Autre conséquence directe de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la conséquence sur toute la partie contractuelle. Alors, première chose, d'une manière générale, la validité juridique des contrats ne sera pas affectée en tant que telle. En revanche, il va falloir que vous portiez une attention particulière, voire que vous révisiez certaines clauses
qui font partie des différents contrats que vous avez signés avec vos partenaires britanniques. Vos contrats de distribution, vos contrats de vente, vos contrats d'agent commercial, bien évidemment, aussi sont impactés. Alors, quelles sont les principales clauses sur lesquelles vous devrez peut-être renégocier les contrats? Ce sont les clauses principalement qu'on appelle les clauses d'imprévision, de renégociation, de hardship, qu'on voit souvent dans les contrats, et la fameuse Brexit clause. Alors, cette Brexit clause, elle est née depuis le post-référendum, c'est-à-dire fin 2016, début 2017. On en voit dans certains contrats une clause qui fait référence à la sortie du Royaume-Uni de l'Union et qui permet aux parties de renégocier, le cas échéant, le contrat. Si une telle clause existe, vous pouvez bien évidemment la faire jouer. Elle va concerner effectivement les obligations et les devoirs de chacune des deux parties. La clause d'imprévision, la clause de renégociation, ces clauses, qui ne sont pas à confondre avec la clause de force majeure, sont là pour renégocier le contrat en cas de changement imprévisible de circonstances. Pour la clause d'imprévision, qui peut être mise en avant, là aussi j'insiste, on va le voir tout de suite après, tout ça peut dépendre aussi du droit applicable au contrat. La clause d'imprévision, c'est une clause qui est intégrée dans les codes français, qui permet une renégociation du contrat lorsque ce bouleversement, ce changement imprévisible, rend l'exécution du dit contrat excessivement onéreuse. Alors, cette clause, en revanche, n'est pas prévue en droit britannique. Ce qui fait que si le droit applicable au contrat est le droit britannique, elle n'est pas censée faire partie du contrat en question. Donc attention et veillez au fait de savoir si vous pouvez en bénéficier ou pas. La clause de hardship, la clause de renégociation, permet quant à elle de renégocier le contrat. Alors là, pas forcément parce qu'on a une exécution onéreuse, mais on considère que l'équilibre contractuel des différentes prestations au contrat est modifié. Et dans un certain cadre, on peut être amené à renégocier effectivement ces conditions. Autre clause qui peut poser un problème suite à la sortie du Royaume-Uni, les incoterms. Le Brexit va apporter son lot de modifications en termes de droits de douane, en termes de formalités administratives. L'incoterm choisi avant le Brexit est-il toujours le plus judicieux après, en fonction des transferts de risques, des modifications peut-être liées au transport, des modifications de droits de douane? Cette clause d'incoterm est bien évidemment aussi à reprendre en considération, tout autant que la clause de prix, avec le fait de prévoir ou d'avoir prévu en amont une clause d'adaptation liée là aussi aux droits de douane qui seront, si aucun accord n'est encore négocié à ce sujet, seront appliqués en fonction des tarifs OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en fonction des différentes formalités administratives. La clause le droit applicable, c'est ce que j'évoquais à l'instant. En fonction du droit applicable, différentes clauses pourront être mises en place ou pas. On faisait référence aux clauses d'imprévision, aux clauses de renégociation, à la Brexit clause. Il y a aussi la clause de force majeure. La clause de force majeure, au Royaume-Uni, ne s'applique pas comme elle peut s'appliquer en droit français. D'où l'importance de reprendre les différents contrats et de veiller à ces clauses. La dernière qui peut être source de problématiques, c'est la fameuse clause de règlement de litige, d'attribution des compétences. En fonction du tribunal compétent qui aura été choisi par les parties pour régler le litige, ou pourquoi pas de la clause d'arbitrage, le problème de la reconnaissance du jugement ou de la sentence arbitrale va se poser. Le problème de l'exéquatur en droit international. Jusqu'à maintenant, l'Union européenne, le Royaume-Uni faisant encore partie de l'Union européenne, cette question ne se posait pas. Elle risque de se poser dans certains cas dès la sortie du Royaume-Uni de l'Union. Et puis des conséquences en matière de propriété industrielle. Alors, deux grands pans de la propriété industrielle, les marques, dessins et modèles et les brevets. À compter du 1er janvier, la protection qui est accordée par les titres relatifs aux marques, dessins et modèles demeure au Royaume-Uni. Il va s'opérer ce qu'on appelle une conversion du droit d'union en droit britannique, conversion qui sera automatiquement effectuée sans frais supplémentaires ni réexamen particulier. En revanche, sur les nouveaux droits, les nouveaux dépôts que vous serez amenés à exécuter, il va falloir se poser la question et vous rapprocher
de nos services afin que l'on puisse vous renseigner, ou d'un conseiller en propriété industrielle. Les brevets, quant à eux, et là nous parlons des brevets européens, leur portée ne sera pas affectée en tant que telle à la sortie. En revanche, sur ce qui risque de se passer au niveau du brevet unitaire, qui est en pourparlers depuis quelque temps, l'Allemagne n'a encore pas ratifié le brevet unitaire, qui est directement lié aussi à une juridiction unifiée des brevets. Bon, pour l'instant, le brevet unitaire n'a encore pas d'existence réelle. Quand cette existence sera avérée, là, la question de la sortie du Royaume-Uni de l'Union va se poser. Et du coup, pour vous, le fait d'apporter une attention particulière à cette problématique. Alors, j'insiste sur ces différentes problématiques que je viens d'évoquer, la problématique contractuelle, fiscale, en matière de propriété industrielle et en matière de marquage CE. Les services Entreprises Europe de la CCI Bourgogne-Franche-Comté sont à votre disposition, avec différents collaborateurs qui sont spécialisés sur ces différentes thématiques, pour vous apporter une réponse et un accompagnement spécifique, individualisé, en plus de la hotline brexit@bfc.cci.fr qui était à votre disposition pour poser toutes les questions qui sont les vôtres sur ce Brexit. Vous aurez bien évidemment les présentations qui vous seront envoyées à l'issue de ce webinaire. Les questions relatives à cette partie, nous allons les traiter en fonction de ce qui se passe sur le chat. Et je vais passer la parole à Magali Benet de la douane pour la suite de l'intervention. Magali, si tu souhaites partager ta présentation. Oui, bonjour Julien. Juste avant de démarrer ma présentation, oui. J'ai un petit souci. À chaque fois que les gens posent une question, ça fait un bip. Oui. Je pense que vous allez l'entendre et j'arrive pas à le désactiver. J'ai une notification à chaque fois que quelqu'un pose une question. Oui, alors je ne suis pas certain qu'on entende Magali. Bah écoute, tu m'interromps si jamais on les entend, parce que moi, à mon avis, vous allez les entendre. Je te dis ça. Tu me dis, et puis tiens, tu vois. Tu les entends? Ou pas? C'est pas flagrant, franchement. C'est pas flagrant? Bon, ben, du coup, alors je prends la main et puis on démarre. Alors, je ne suis pas à la bonne page. On repart. Alors, donc, je me présente, Magali Benet, j'assure les fonctions de cellule conseil aux entreprises à la direction des douanes de Dijon. Je suis là pour vous accompagner donc, au quotidien dans vos procédures et là, en l'occurrence, pour tous les sujets relatifs au Brexit. Alors, on va démarrer sur le sujet. Je fais donc les premières parties. Ma collègue Delphine vous illustrera, on va dire, tout ce que je vais aborder dans un premier temps dans un cadre, on va dire, réglementaire sur les nouveaux sujets qui vous concernent. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Concrètement, si on se place dans le contexte actuel, depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni ne fait déjà plus partie de l'Union européenne. Pour autant, pour vous, rien n'a changé. Vous continuez à fonctionner comme avant parce qu'une période transitoire a été mise en place jusqu'à la fin de cette année. Et cette période de transition qui aurait pu être prolongée ne sera du coup pas prolongée parce que le Royaume-Uni n'a pas souhaité aller au-delà du 31 décembre, ce qui signifie qu'au 1er janvier 2021, nous entrons dans un système un petit peu différent puisque les formalités douanes sont rétablies. Comme l'indiquait Julien précédemment, donc ça signifie déclaration d'exportation et déclaration d'importation dans le cadre des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, la période de transition qui court actuellement devait permettre d'aboutir à un accord commercial et la mise en place du zéro quota et zéro droit de douane.
Pour le moment, les négociations n'ont pas abouti et l'accord de libre-échange n'a pas été signé, ce qui signifie qu'au 1er janvier, au-delà de la déclaration douane, vous aurez rétablissement des droits de douane et de la réglementation commerciale dans le cadre des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc rétablissement des contrôles sanitaires et phytosanitaires, hein, essentiellement pour ce qui concerne les produits alimentaires, mais pas que. Alors aujourd'hui, vous établissez une déclaration d'échange de biens. C'est un document récapitulatif qui est établi à chaque fin de mois et qui liste l'ensemble des opérations que vous avez réalisées sur la période. À partir du 1er janvier, ce sera la déclaration en douane, hein, donc à l'importation ou à l'exportation. Elle est beaucoup plus complète qu'une déclaration d'échange de biens et surtout, elle est réalisée à chaque opération d'envoi. Hein, quand vous allez exporter une marchandise, vous établirez une déclaration en douane, à l'importation de la même manière et vous en ferez une à chaque envoi. Hein, elle ne sera pas récapitulative à la fin du mois. Alors, pour formaliser vos déclarations à l'international, plusieurs points d'attention, hein, donc je vais les développer de manière un peu succincte. Aujourd'hui, le but n'est pas d'entrer dans le détail et de vous présenter de manière exhaustive l'organisation du dédouanement. On vous invite, Delphine et moi, à nous contacter directement quand vous aurez des questions très précises concernant les flux de votre entreprise. Voilà, donc là on va développer les points assez généraux concernant les ORI, qui remplit la déclaration, qui assure le transport, comment est-ce qu'on peut s'assurer de l'existence ou non de droits de douane sur les marchandises que l'on exporte ou que l'on importe, comment fiabiliser son dédouanement dans les deux sens, à l'import ou à l'export. Alors, premier élément indispensable pour pouvoir opérer des exportations ou des importations vers le Royaume-Uni ou en provenance du Royaume-Uni, c'est de disposer d'un numéro EORI. C'est votre identifiant communautaire qui apparaît sur toutes vos déclarations en douane. Donc, ce numéro EORI, vous l'obtenez en sollicitant en ligne sur le site internet de la douane, donc l'attribution d'un numéro, l'activation de ce numéro EORI. Vous pouvez aller vérifier également via soit le site de la commission, soit même le site internet de la douane, si vous avez déjà ou non un numéro EORI. Enfin, vous pouvez dans tous les cas nous contacter aussi en direct, on pourra vérifier ça pour vous. Donc, première étape, disposer d'un numéro EORI. Si jamais vous aviez un numéro EORI déjà existant, mais qui avait été délivré par les autorités britanniques, il ne sera plus valable. Donc, il faudra en solliciter un auprès des douanes européennes. Et il pourrait être nécessaire parfois que vous ayez un numéro EORI britannique, essentiellement dans les cas, enfin exclusivement dans les cas où vous faites le dédouanement de l'autre côté de la frontière, que ce soit parce que vous avez une filiale établie au Royaume-Uni ou parce que pour votre client, vous gérez les formalités de dédouanement de l'autre côté de la frontière. Dans ces deux cas, vous devrez disposer d'un EORI britannique qui peut être demandé de la même manière que les EORI communautaires en ligne sur le site du gouvernement britannique. Alors, une fois que vous avez votre EORI, il faut déterminer qui est-ce qui va la saisir, cette déclaration en douane. Vous avez deux possibilités, soit vous la saisissez vous-même dans l'applicatif d'Entagé, si vous avez déjà l'autorisation douanière. Si vous n'avez pas l'autorisation douanière, il est possible de la demander. Et dans la majorité des cas, vous utiliserez les services d'un prestataire qui aura été agréé par les douanes, un professionnel du dédouanement qui saisira pour vous, auprès de l'administration des douanes, vos déclarations d'importation ou d'exportation. C'est ce qu'on appelle un représentant en douane enregistré. Alors, comme on l'a évoqué avec Julien tout à l'heure et moi en début de diaporama, pour le moment, pas d'accord avec le Royaume-Uni, ce qui signifie application des tarifs de l'OMC. Vous pouvez aller regarder via le site Access to Market quels sont les droits de douane applicables au Royaume-Uni sur vos marchandises. Alors, ce site-là, c'est en fait, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, c'est Market Access Database qui a été nettoyé et modifié. Donc, c'est sur le site de la Commission européenne.
Il est un peu plus complet que Access Market, que Market Access Database qui existait avant, mais vous y retrouvez les mêmes informations, c'est-à-dire qu'en saisissant la nomenclature douanière de votre produit, l'origine de la marchandise et le pays de destination, vous allez pouvoir consulter les droits de douane applicables à destination dans le pays où vous livrez votre marchandise. Alors, sur ce site, il n'y a pas que le montant des droits de douane, vous pouvez aussi consulter la réglementation applicable et vous trouverez également des statistiques sur les flux échangés entre les deux pays que vous aurez renseignés sur les marchandises en question. Alors, important, avec le rétablissement des frontières, toutes les mesures de politique commerciale sont rétablies. Donc, il va être indispensable que vous vous assuriez avant le 1er janvier que vos marchandises ne font pas partie des marchandises dites sensibles, c'est-à-dire des marchandises qui sont soit prohibées, soit soumises à des restrictions, donc présentation d'un document d'ordre public pour pouvoir les exporter ou les importer. Alors, ces marchandises, on va retrouver essentiellement toutes les marchandises dites dangereuses, hein, les armes, les biens à double usage, le matériel de guerre qui sont soumis à licence, à l'exportation comme à l'importation. On va retrouver tous les produits qui relèvent de l'alimentation humaine ou animale qui font l'objet de contrôles sanitaires et phytosanitaires. Les produits qui relèvent de la convention dite CITES, donc protection de la faune et de la flore. Donc, tous ces produits font l'objet d'un document d'ordre public, une licence ou un document vétérinaire ou éventuellement un document de conformité, d'attestation de conformité de vos marchandises à la réglementation locale, hein, de destination de vos marchandises. Donc, on vous a repris sur le diaporama l'essentiel des marchandises qui font l'objet d'une réglementation. Donc, il va être important que vous preniez attache auprès de l'administration compétente pour faire établir, le cas échéant, les licences ou les autorisations d'exportation ou d'importation concernant ces produits spécifiques. Alors, le transport de la marchandise, il pourrait être réalisé aussi bien par vous que par un prestataire externe ou même par votre fournisseur ou votre client. Je ne vais pas détailler plus avant parce que Julien a bien détaillé le principe de la renégociation des contrats commerciaux. Donc, c'est pas aujourd'hui que moi, je vais vous faire un détail spécifique sur la renégociation de vos contrats. Mais clairement, il va falloir... Julien, juste au niveau de l'affichage, est-ce que c'est bon ou pas? Oui. C'est en pleine page ou pas là? En plein écran. C'est en plein écran? Il faudrait que tu mettes en plein écran. D'accord, donc il faut que je me remette en plein écran. Ok. S'il te plaît, ce serait parfait. J'ai juste un petit souci. Je me remets en partage. Mon diaporama, c'est fermé. Je reviens tout de suite. Où est-ce qu'il s'est sauvé? J'ai mon diaporama qui a disparu. Je le récupère. Le webinaire du 10. Ok. Il est revenu ou pas? C'est bon? Est-ce que vous le voyez ou pas, Julien? Non. Non? Pas encore, Magali, non. Ah, bah alors. Alors, attends, je reviens. Il faut que je repartage mon écran. Voilà, ça va être bon là, non? Voilà. C'est bon? Très bien, impeccable. Ok, super. Donc, j'ai été aux marchandises sensibles, transport. Alors, dans les deux cas, hein, que vous travaillez à l'importation ou à l'exportation, vous allez devoir fiabiliser votre dédouanement. Alors, à l'export, on a une application qui s'appelle Export Control System, qui va, au moment de la saisie de la déclaration, générer un document dit EAD, donc un document d'accompagnement électronique, hein, et qui va permettre de s'assurer que la marchandise a bien quitté le territoire douanier. Donc,
attention, quand vous saisissez votre déclaration, pour autant, ça n'implique pas une sortie effective de la marchandise. Donc, il sera indispensable que vous ayez systématiquement un retour. Alors, vous l'aurez en direct quand vous saisissez votre déclaration, mais vous l'aurez par votre représentant en douane, hein, quand ce représentant saisira votre déclaration auprès de l'administration des douanes, que votre marchandise a bien quitté le territoire et donc de disposer d'une déclaration en douane qui mentionne bien un état des marchandises en sortie. Parce que ce document sert de justificatif auprès des autorités administratives, fiscales et douanières, et que dans les deux cas, ça nous permet de nous assurer que la marchandise donc, est bien sortie du territoire communautaire. En matière fiscale, ce document servira de justificatif pour l'exonération de la TVA. Donc, une attention particulière devra être portée sur l'état de votre déclaration pour vous assurer que cette ECS a bien été apuré, pris en charge au moment de l'arrivée sur la plateforme portuaire et que la déclaration que vous avez en votre possession est bien le justificatif fiscal dont vous devez disposer pour justifier que la marchandise a quitté le territoire. À l'import. Alors, à l'import, vous le verrez moins parce que c'est un document qui est géré et généré par le transporteur à l'intention des douanes, mais avant la déclaration en douane, il y a un contrôle sûreté-sécurité qui est réalisé sur les marchandises via le dépôt d'une déclaration sommaire dans un applicatif qui s'appelle ICS et qui permet, le cas échéant, de réaliser avant le dépôt de la déclaration un contrôle préalable et éventuellement, à l'arrivée, un contrôle sûreté-sécurité sur vos marchandises. Mais bon, on va dire que pour un opérateur, un chargeur qui utilise les services d'un prestataire, c'est transparent, ça vous ne le voyez pas. Hein. Donc, vous avez sur le diaporama les éléments qui sont demandés au moment de l'atterrage de la marchandise, du camion sur la plateforme portuaire, à l'importation. Hein. Alors, de la même manière, pour éviter les blocages, vous disposez de trois informations qui peuvent vous être délivrées par l'administration des douanes. C'est gratuit, ça permet de sécuriser vos flux et ça vous permet de disposer d'une information soit sur l'origine de votre marchandise via le renseignement contraignant sur l'origine. Donc, vous pouvez demander à l'administration des douanes, en lui donnant évidemment tous les documents nécessaires, de déterminer l'origine de votre marchandise. Vous pouvez demander également à l'administration des douanes de vous délivrer un renseignement tarifaire contraignant. Donc, ce document vous permet de disposer de la nomenclature douanière du produit, donc du code douanier de votre marchandise. Et vous pouvez également demander un avis sur la valeur de votre marchandise. Alors ça, c'est important, essentiellement à l'importation, hein, quand vous avez des produits qui font l'objet de droits de licence, de paiement de royalties, quand vous avez des droits de propriété intellectuelle, enfin, beaucoup de choses qui s'ajoutent éventuellement à la valeur de la marchandise et que vous n'êtes pas certain de la valeur à déclarer, l'administration des douanes peut vous donner cette valeur. Alors, tous ces documents qui vous sont délivrés par l'administration des douanes nécessitent évidemment que vous communiquiez les informations qui permettent de déterminer l'origine, la valeur et la nomenclature de la marchandise. Alors, important concernant ces informations qui ont pu vous être délivrées avant le 1er janvier 2021, concernant le renseignement contraignant sur l'origine, hein, vous le voyez sur le diaporama, les renseignements qui auront pu être délivrés avant le 1er janvier et qui incluent des matières premières, enfin, des matières originaires du Royaume-Uni ne seront plus valides. Hein. Donc, ces renseignements contraignants sur l'origine, il faudra les ressolliciter, éventuellement vérifier si l'utilisation de matières premières britanniques remet en question l'origine de votre marchandise. Concernant les renseignements tarifaires contraignants, si ces renseignements tarifaires ont été demandés auprès des autorités britanniques, ils ne seront plus valables. Il faudra solliciter un nouveau renseignement tarifaire contraignant auprès des autorités de l'Union européenne. Donc, attends, Magali, toutes ces procédures, elles visent... Magali, excuse-moi. En fait, oui, il y a une présentation. Quelqu'un en fait a pris la main sur ta présentation et du coup, c'est pas... Ah, elle n'apparaît mince plus. alors.
Ah, est-ce qu'il y a moyen de savoir qui? Non, non, non. En fait, Faut que je reprenne le tu contrôle? départages et tu repartages, en fait. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Faut que je repartage? Oui, s'il te plaît. Voilà, Voilà. Donc, impeccable. elle avait été visualisée ou pas, là, du coup, la présentation, oui? La page? Là, là, c'est parfait, là. Et vous l'aviez vue ou pas Oui, oui, avant? on l'a vu, on l'a vu. Bon, bah, parfait. Donc, trois informations, hein, donc, qui peuvent vous être délivrées gratuitement par l'administration des douanes, qui ont pour objet de vous accompagner dans vos démarches de dédouanement. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Ça sécurise vraiment votre dédouanement et surtout à l'importation, quand il y a des enjeux fiscaux, c'est essentiel de maîtriser ces éléments que sont la valeur, l'origine et la nomenclature douanière du produit. Alors, évidemment, adopter la bonne stratégie pour se préparer. Je pense qu'à 3 semaines du Brexit, vous êtes tous aujourd'hui prêts pour ces nouvelles formalités de dédouanement. Quoi qu'il en soit, si jamais ce n'était pas le cas et qu'il y a encore des choses à voir, il est primordial que vous fassiez une évaluation en volume et en valeur de ce que représentent aujourd'hui les flux que vous avez avec le Royaume-Uni. C'était quand je jouais. Non. Le cas échéant, on l'a évoqué avec Julien, échanger avec vos fournisseurs et avec vos clients pour modifier vos contrats, les conditions générales de vente, pour les adapter au droit international. Et pensez bien que le dédouanement, ce n'est pas juste la saisie d'une déclaration, mais que ça implique tous les services de l'entreprise, depuis le commercial jusqu'à la facturation. Donc, c'est vraiment quelque chose à penser, sachant que vous êtes responsable de cette marchandise toujours jusqu'au point de sortie, quel que soit l'incoterme que vous choisissez. Donc, bien penser à sécuriser tout ce qui concerne ces formalités de dédouanement. Vous avez pour le faire, n'hésitez pas, hein, auprès de la douane, vous avez le pôle action économique de Besançon ou de Dijon, donc Delphine Racle ou moi-même qui sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Les fédérations de transport, vos représentants en douane enregistrés ont également toutes les compétences pour vous aider à remplir ces déclarations. La CCI, pour tout ce qui concerne les formalités, est également à vos côtés. Donc, sollicitez-nous, n'hésitez pas. On est là pour répondre à toutes vos questions qui sont nombreuses, hein, on le sait, parce que depuis quelque temps, on est très, très sollicité sur ces questions Brexit. Alors, la mise en place de formalités dédouanement, ça peut être simplifié via des procédures spécifiques qu'on appelle les régimes particuliers. Donc, vous allez pouvoir utiliser tous ces régimes particuliers que sont, donc pour circuler le transit, pour transformer de la marchandise, le perfectionnement actif, pour entreposer, vous avez l'entrepôt douanier, ou pour utiliser la possibilité d'admission temporaire ou d'exportation temporaire de la marchandise. Donc, je reprends un petit peu. Toutes ces procédures, elles ont pour but de vous faciliter les opérations de dédouanement en suspendant les droits et taxes sur les produits. Et le cas échéant, sur certaines de ces procédures, vous allez pouvoir faire rentrer des marchandises sans répondre aux mesures d'ordre public. Donc, l'utilisation de ces procédures, elle implique que ces marchandises, elles sont placées sous surveillance douanière pendant toute l'utilisation de la procédure. Donc, le transit va vous permettre d'amener une marchandise d'un point frontière jusqu'à chez vous, par exemple, en suspension de droits de douane tout le long du trajet. Le perfectionnement actif va vous permettre, à titre d'exemple, de faire rentrer des matières premières britanniques, par exemple, hein, puisqu'elles seront tierces, mais pas que britanniques, hein, mais pour ce qui nous concerne, on va dire britanniques, sur le territoire communautaire en exonération, enfin suspension, pardon, des droits et taxes, le temps de la transformation de la marchandise, l'entreposage de la même manière, donc pendant toute une période de stockage, vous allez pouvoir conserver vos marchandises sans faire d'avance de trésorerie. Les droits et taxes ne seront dus qu'à la sortie de l'entrepôt. Donc, toutes ces procédures qui sont demandées via le site internet de la douane
peuvent vous aider et vous accompagner dans cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, parce que ça va vous permettre de faire rentrer les marchandises sans faire d'avance de trésorerie parfois, ou de pouvoir continuer à transformer des marchandises sans avoir à les dédouaner, à les mettre à la consommation immédiatement au moment du passage frontière. Alors, c'est des procédures un peu complexes. Si vous êtes dans l'un de ces cas-là, hein, que vous avez besoin parce que vous transformez, parce que vous stockez ou parce que vous faites rentrer provisoirement des marchandises britanniques qui sont amenées à ressortir en l'état, n'hésitez pas à nous recontacter pour le montage des dossiers. Ça, on le fait en direct avec l'entreprise. Ça nécessite des rendez-vous et des échanges un peu plus complets. Alors, vous avez aussi l'autoliquidation de la TVA, hein, qui vous permet de ne pas avancer de trésorerie, puisque dans le cadre de l'importation dans l'Union européenne, la TVA, elle est due dès la déclaration en douane, donc dès l'entrée de la marchandise sur le territoire communautaire. L'autoliquidation de la TVA, elle vous permet de ne pas payer cette TVA au moment de l'importation, mais de décaler dans le temps en déclarant la TVA sur votre CA3. Enfin, donc, concernant les simplifications, vous avez également des procédures de dédouanement qui peuvent être simplifiées. Donc, le dédouanement à domicile, c'est devenu du droit commun, donc vous pouvez le solliciter. Les douanes viennent faire le dédouanement dans vos locaux. Le dédouanement est fait donc à l'intérieur du territoire et non pas en frontière. Et le dédouanement centralisé national vous permet, lorsque vous avez plusieurs établissements, de centraliser l'intégralité de vos déclarations sur un seul bureau de douane et de présenter vos marchandises à différents endroits. Donc tout ça, c'est des régimes qui sont un peu spécifiques, qui nécessitent une autorisation particulière et un accompagnement. Donc on le fait, le cas échéant, avec vous. Vous prenez contact si vous avez ces besoins spécifiques. Je vais la passer parce qu'on était sur la même chose. Alors, on entre dans le vif du sujet avec la frontière numérique. Alors, dans le cadre du Brexit, la douane a mis en place une frontière dite intelligente qui est spécifique au flux avec le Royaume-Uni. Elle n'existe sur aucun autre point frontière. Pour la Suisse, par exemple, vous n'avez pas ce type de frontière informatisée. Donc, vous avez sur la carte qui s'affiche à l'écran tous les bureaux qui sont connectés, qui seront connectés et qui sont déjà connectés sur cette frontière dite intelligente des deux côtés de la frontière. Alors, c'est une solution innovante. Son but, évidemment, c'est de fluidifier au maximum les trafics sur cette frontière transmanche. Elle a nécessité, évidemment, des échanges et un travail en amont avec tous les acteurs, tous les partenaires du dédouanement. Les plateformes portuaires, les compagnies maritimes se sont adaptées pour pouvoir utiliser cette frontière informatisée, ce dédouanement informatisé et automatisé qu'est le SI Brexit. La douane s'est également adaptée, puisqu'il a fallu interconnecter ce SI Brexit à nos applicatifs de dédouanement que sont Delta G, Delta T et ICS. Donc Delta G pour la saisie de la déclaration, Delta T pour la déclaration de transit et ICS pour la déclaration sommaire à l'importation. Cette frontière, cette solution, elle est également interconnectée avec l'application Trace pour tout ce qui concerne les marchandises soumises à contrôle sanitaire et phytosanitaire. Donc, tous ces applicatifs parlent entre eux et le but, c'est vraiment de fluidifier au maximum pour éviter l'encombrement à la frontière. Donc, 3 grands principes sur ce système informatisé Brexit, c'est l'anticipation. Donc, ça va nécessiter que les formalités douanières soient faites au moment du chargement du transport, avant le chargement. Ça va nécessiter une identification des moyens de transport dès l'arrivée sur la plateforme portuaire. Et sur le SI Brexit, tout est informatisé ou quasiment. Donc, vous verrez, je vous le présente juste après, qu'on a mis en place un certain nombre de solutions qui font que tout est interconnecté et que normalement,
ça devrait bien se passer. Alors, l'enveloppe logistique, elle va faciliter le travail de vos transporteurs parce qu'elle va permettre de regrouper dans une même enveloppe toutes les déclarations qui sont transportées dans un même camion. Donc, une déclaration implique un code barre et le transporteur va pouvoir mettre tous ces codes barres dans une seule et même enveloppe, ce qui va permettre, quand il arrive sur le port et que son camion est pris en charge, de ne présenter à la douane que le code barre de son enveloppe logistique, au lieu de présenter tous les codes barres de l'ensemble des déclarations qui sont reprises dans son véhicule. Donc l'enveloppe logistique, elle peut être modifiée à tout moment jusqu'à l'arrivée sur la plateforme portuaire. Et elle est présentée au moment de l'appairage, donc sur le port. Alors l'appairage, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est la solution innovante du SI Brexit. L'appairage, c'est le scan des plaques d'immatriculation des véhicules, donc des camions qui arrivent sur le port. Donc les plaques d'immatriculation avant-arrière pour un camion, arrière pour une remorque. Ça va faire le lien de manière automatique avec les déclarations qui sont contenues par le moyen de transport, déclaration en douane ou enveloppe logistique, quand les déclarations sont regroupées dans une enveloppe logistique. Et le système associe à ces déclarations et à cette plaque d'immatriculation les marchandises qui sont transportées dans le véhicule. Donc le système, c'est automatiquement si les marchandises qui sont transportées sont des marchandises dites sensibles, ou si ce sont des marchandises qui peuvent circuler librement et embarquer sur le ferry ou dans le tunnel. Donc quand le chauffeur va arriver, il va présenter son code barre aux autorités douanières, il va répondre aux questions qui lui seront soumises par mes collègues des douanes, et grâce à ça, le système informatique va savoir de manière automatique quelles sont les déclarations qui sont dans le camion et quelles sont les marchandises qui sont reprises dans ces déclarations. Alors, le SI Brexit, ça nécessite l'intervention de tous les acteurs, de tous les partenaires de ce dédouanement, depuis le déclarant, le chargeur, le transporteur. Tout le monde a un rôle primordial pour que tout se passe au mieux et que ces relations avec le Royaume-Uni soient fluides en termes de transport et voilà, qu'on évite les blocages. Donc il va être impératif qu'à la préparation de la marchandise, le chargeur dispose de tous les documents qui vont permettre de réaliser la déclaration. Ensuite, le déclarant va saisir la déclaration, il va remettre au transporteur les éléments qui seront présentés au moment de la prise en charge et de l'appairage sur le port, et le transporteur devra être en mesure, quand il arrive sur le site, de présenter tous les documents qui lui auront été remis via le représentant en douane et de répondre à toutes les questions qui permettent l'appairage de son véhicule. Alors, dans le cadre de cette fameuse nouvelle frontière, les douanes ont créé de nouveaux bureaux à Calais et à Dunkerque. Donc sur Calais, on a deux nouveaux sites qui sont Calais Ferry et Calais Tunnel. À Dunkerque, un nouveau bureau qui s'appelle Dunkerque Ferry. Ces bureaux sont ouverts H24, 7 jours sur 7. Mais ces bureaux ne permettront pas de déposer une déclaration à l'exportation. Les opérations de dédouanement, alors quasiment dans tous les cas, que vous travaillez sur du droit commun ou en DCN, à l'exportation, vous ne pourrez pas, sauf dérogation spécifique, utiliser ces bureaux pour déposer une déclaration. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer par ces bureaux avec les marchandises, mais ça implique que le dédouanement aura été fait en amont, sur un bureau intérieur. Donc concrètement, les compétences des bureaux de douane donc de Calais et Dunkerque, donc à l'export, comme je vous l'ai indiqué, sauf dérogation, les marchandises devront arriver dédouanées sur ces bureaux. Si vous souhaitez faire du dédouanement en frontière, vous pourrez utiliser les ports normands et bretons qui, eux, utilisent toujours des systèmes qui ne sont pas connectés au SI Brexit et qui permettront de faire le dédouanement, on va dire, de droit commun.
à l'export. À l'import, donc je vous ai repris le bureau de Calais-Ville qui est fermé au dédouanement, sauf pour les entreprises qui sont domiciliées sur ces bureaux. Le bureau de Dunkerque-Ferry, Calais-Port et Calais-Tunnel seront dans tous les cas ouverts au dédouanement à l'importation. Alors, les conseils qu'on vous donne, nous, ce qu'on vous conseille de faire, dans tous les cas, que vous soyez à l'importation ou à l'exportation, c'est d'utiliser au maximum le dédouanement à domicile et de faire vos formalités d'exportation sur les bureaux intérieurs. De la même manière, à l'importation, vous faites votre dédouanement sur les bureaux de Besançon, de Delle, de Dijon, de Morteau ou de Pontarlier. Ça dépend de la circonscription sur laquelle vous êtes établi. Vous pouvez, à l'importation, faire venir vos marchandises sous transit, donc elles arrivent sous surveillance douanière. Elles ne sont pas dédouanées au moment de leur passage frontière, elles viennent sous douane jusqu'au bureau intérieur et le dédouanement sera fait sur les bureaux de la circonscription, donc Bourgogne-Franche-Comté, plutôt que sur les bureaux de la frontière transmanche. Voilà. Donc, dans le but toujours de fluidifier et de faire en sorte que vos marchandises puissent arriver ou partir dans les délais les plus brefs et que ce soit le plus simple pour vous de gérer ces flux nouveaux. Je laisse Delphine reprendre la main. Donc, je vais... Delphine? Ouais, merci Magali. Tu reprends la main? Je reprends la main, pas de souci. Merci Magali. Bonjour à tous. Sans couper tout de suite, je pense qu'il va falloir que tu fasses relativement court, si on ne veut pas trop dépasser l'horaire imparti. Donc, tu es en train de me mettre la pression, Julien. Je te remercie. J'essaierai de faire le maximum. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et je l'assume. Voilà. Bon, très bien. Alors, juste pour vous rappeler tout ce que vient de vous dire Magali, vous le retrouvez dans le guide de préparation au Brexit, consultable sur le site de la douane, avec tout un dossier complet sur le Brexit. Donc, n'hésitez pas à consulter ce dossier. Je vais passer tout de suite à des exemples concrets de dédouanement dans le cadre de cette frontière intelligente. Donc, on va commencer par des cas d'importation en provenance du Royaume-Uni à destination de l'Union européenne. Donc, ne soyez pas surpris, dans la présentation, vous allez avoir une numérotation des cas qui ne va pas se suivre. C'est normal puisqu'on doit aller vite, comme vous le savez, comme l'a rappelé Julien. Et donc, du coup, on a masqué certaines diapos que vous aurez toutes dans la présentation qui vous sera envoyée à l'issue de ce webinaire. Donc, premier cas d'importation, un acheminement de pièces automobiles du Royaume-Uni vers l'Allemagne sous transit commun. Donc, le transit commun, ça implique que le client, le fournisseur britannique va faire sa déclaration d'exportation au Royaume-Uni pour déclarer la sortie de la marchandise. Et puis ensuite, il va mettre la marchandise sous transit. Il la met sous transit commun pour que cette marchandise traverse la frontière numérique et puis soit acheminée jusqu'en Allemagne où la déclaration d'importation sera déposée. Donc, qui dit dépôt de la déclaration d'importation en Allemagne dit aussi contrôle effectué en Allemagne et non pas en frontière. C'est vraiment l'intérêt de la mise sous transit, c'est de permettre déjà le franchissement de la frontière numérique de façon très simplifiée et puis surtout de ne pas avoir de contrôle au point d'entrée, parce que qui dit contrôle au point d'entrée dit beaucoup de camions qui se présenteraient au bureau de douane pour être contrôlés, et donc ça engendrerait évidemment des retards très importants dans le dédouanement. Donc très très important, mettre la marchandise sous transit. Donc vous le voyez, au niveau du franchissement de la frontière intelligente, eh bien ça ira très vite puisque le chauffeur, il aura le code barre de sa déclaration de transit qui lui permettra de monter dans le ferry, et puis le transit, eh bien, il sera validé, l'avis de passage qui doit être normalement scanné à l'entrée dans l'état de transit, et bien à la frontière normalement il est scanné, eh bien cet avis de passage transit, il est scanné automatiquement dans le cadre de la frontière intelligente, dans le cadre du SI Brexit, ce qui fait que le camion n'est pas obligé de s'arrêter au bureau frontière, Calais ou Dunkerque, pour faire scanner son transit. Donc,
Le fait que son transit soit scanné pendant la traversée, eh bien, il est orienté en file verte. File verte, ça veut dire pas de contrôle. Il sort du ferry, comme c'est le cas actuellement, en fait, lorsqu'on est dans des relations sans frontières, hein. Donc là, il rentre dans l'Union européenne avec son titre de transit et il peut être acheminé jusqu'en Allemagne où sera déposée la déclaration d'importation. Donc ça, c'est le cas idéal, hein, le transit commun créé au départ au Royaume-Uni. Mais on va plutôt tout de suite passer au cas numéro 2, avec un transit de l'Union. Du coup, pourquoi je vous parle du transit de l'Union? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on a développé la frontière intelligente au niveau des douanes françaises, on craignait à cette époque que les Britanniques n'adhèrent pas au transit commun, c'est-à-dire ne soient pas en capacité de créer des transits au départ du Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni n'a pas cette culture du dédouanement comme on peut l'avoir en France ou dans d'autres pays d'Europe. La plupart du temps, ils recevaient des marchandises déjà dédouanées ou la plupart du temps, ils envoyaient des marchandises dans l'Europe et le dédouanement à l'export avait lieu aussi en Europe. Donc, ils avaient très peu cette culture de la mise sous transit. D'ailleurs, ils ne l'avaient pas du tout puisqu'ils n'étaient pas adhérents à la Convention de transit commun qui leur permettait de créer des transits. Et puis, en plus, ils avaient très peu de professionnels du dédouanement, contrairement à ce qu'on connaît en France. Donc, pour pallier ces inconvénients, eh bien, la douane française, elle avait décidé de permettre la création de transits sur les bureaux de Calais et Dunkerque, des transits au départ. Donc, dans ce schéma-là, eh bien, c'est du coup l'opérateur de l'Union européenne, une fois que le Britannique a créé sa déclaration d'export, ça ne change pas. Par contre, le transit qui prend le relais de la déclaration d'exportation, eh bien, il est créé par l'opérateur de l'Union européenne. Et ce transit, il est créé de façon anticipée, toujours, hein, c'est la logique de la frontière intelligente, et il est créé du coup, alors que la marchandise est encore sur le territoire britannique. Donc, ce transit, eh bien, il est anticipé et la validation, elle se fait le temps de la traversée. À partir du moment où le camion avec le titre de transit est chargé sur le ferry ou dans la navette Eurotunnel, eh bien, à partir de là, la douane, via le SI Brexit, reçoit l'information que la marchandise est chargée. De cette façon-là, eh bien, le titre de transit est validé automatiquement pendant la traversée. De cette façon-là, toujours grâce au SI Brexit, eh bien, le camion est orienté en file verte, pas de contrôle, il peut entrer dans l'Union européenne et acheminer les pièces sans contrôle jusqu'au bureau de douane intérieur. Donc le transit permet vraiment à l'importation cette facilité-là. Donc s'il n'y a pas possibilité de créer un transit commun au départ par l'exportateur britannique, on a toujours la solution de créer un transit au départ sur les bureaux de Calais et Dunkerque, sur les bureaux de la frontière intelligente de façon générale. Un troisième cas, qui est vraiment pas le cas recommandé, justement, eh bien, c'est de se passer de transit et d'opter pour un dédouanement à la frontière, donc avec un dépôt de déclaration sur les bureaux d'entrée dans l'Union européenne. C'est vraiment pas la solution conseillée. Pour quelle raison? Eh bien, parce que lorsqu'on dépose la déclaration d'importation sur un bureau de douane, eh bien, le contrôle, il aura potentiellement lieu sur ce bureau de douane. Donc, ce qu'on veut éviter au maximum, eh bien, c'est d'avoir des contrôles au point d'entrée dans l'Union européenne. Dans l'exemple que vous avez à l'écran, eh bien, on a une marchandise qui est destinée à la Pologne. Et pourquoi du coup, ne pas faire un titre de transit pour acheminer jusqu'en Pologne et avoir éventuellement le contrôle en Pologne. Donc là, dans le cas qu'on a là, eh bien, le dédouanement, il a lieu au point frontière avec du coup une anticipation de la déclaration d'importation, toujours lorsque la marchandise est sur le territoire britannique, hein, pour permettre que le camion dispose de ce fameux document avec un code barre qui lui permet de monter dans la navette Eurotunnel ou dans le ferry. La validation de la déclaration d'importation, elle a lieu lorsqu'on le déclarant en douane est certain que le camion est bien dans le moyen de transport, est bien en cours de traversée. Et puis, le chauffeur a l'information d'une orientation soit en file verte sans contrôle, soit d'une orientation en file orange avec potentiellement un contrôle au point frontière. Et c'est vraiment pas recommandé parce que là, il risque d'y avoir du coup un petit embouteillage si y a une mise sous contrôle qui est décidée sur cette déclaration d'importation. Donc vraiment le transit à privilégier parce que dans tous les cas, le contrôle il aura lieu
au moment du dépôt de la déclaration d'importation. Donc, si on dépose la déclaration d'importation en bureau intérieur, eh ben, on n'est pas contrôlé au point frontière et donc on n'est plus relax au niveau des délais de réalisation de ce contrôle. Donc voilà pour les 3 cas principaux d'importation. Un cas d'importation concernant les marchandises soumises à contrôle sanitaire et phytosanitaire. Donc Magali vous en a parlé, ces marchandises sont considérées comme des marchandises sensibles. Donc là, si on les achemine, là on a un cas avec un acheminement sous transit, donc on retrouve les mêmes documents de dédouanement au départ du Royaume-Uni. Par contre, là, en plus, viennent s'ajouter les formalités sanitaires, puisqu'on était sur un cas d'envoi de fromage, un produit d'origine animale. Donc, on vous l'a dit, hein, avec le Brexit, eh bien, il y a rétablissement des formalités sanitaires et phytosanitaires aux frontières, avec un contrôle obligatoire, une obtention d'un certificat sanitaire au Royaume-Uni, ça c'est obligatoire pour l'entrée de la marchandise dans l'Union européenne, Delphine, et une excuse-moi. pré-notification. Oui, ouais. Delphine, on a perdu tes slides. Ah, comment ça? Que se passe-t-il? Je suis navré. On les a de nouveau? Alors, je reste là, c'est tout Je bon, pense c'est que toujours quelqu'un a partagé? pris la main sur la présentation. Ah, ben il y a des petits farceurs. Est-ce que vous voyez les slides, c'est tout bon? C'est tout bon. Non, encore. Il faut que tu repartages, Delphine. Moi, je les vois. Ah, il y a peut-être un petit délai, le temps que ça s'affiche, parce que moi, je vois bien que je partage mon écran. Donc, je continue? Non. Oui, vas-y, Delphine. Merci à toi. Ok, c'est tout bon. Alors, je vous parlais du coup des importations de marchandises soumises à contrôle sanitaire, phytosanitaire, avec donc une pré-notification de l'arrivée des marchandises dans le système TRACE. Alors TRACE ou un dispositif équivalent, mais en tout cas, il faut pré-notifier l'arrivée des marchandises. Donc là, on retrouve toujours le titre transit qui permet de monter dans la navette ou dans le ferry. Et puis là, eh bien, la marchandise, puisque c'est une marchandise sensible, elle est orientée automatiquement en fil orange. À partir du moment où c'est une marchandise sensible, eh bien, elle est orientée en fil orange, puisque le fromage que nous importons en Espagne, eh bien, doit passer auprès des services d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières. Ils passent au CIVEP. Donc les CIVEP, ils sont rattachés à la DGAL et à la DRAF. Et donc, ils délivrent un certificat vétérinaire et ils font également un contrôle documentaire, voire un contrôle physique de la marchandise. Donc, passage obligatoire au point frontière en CIVEP pour obtenir du coup un certificat sanitaire pour permettre l'entrée de ces marchandises sur le territoire de l'Union. Donc ces marchandises-là, systématiquement et sans dérogation possible, elles seront orientées en fil orange. Donc on est vraiment sur le cas des marchandises-là qui, même acheminées sous transit, de toute façon ne pourront pas s'épargner un contrôle au point d'entrée. Enfin, un passage en tout cas au point d'entrée, sachant qu'un contrôle plus approfondi pourrait être réalisé au moment de l'importation. Du coup, là, ça allait en Espagne. Donc voilà, certificat sanitaire obligatoire pour ces marchandises sensibles. On passe ensuite au cas d'exportation. Donc on est dans l'autre sens, depuis l'Union européenne à destination du Royaume-Uni. Donc là, l'exemple, c'est de l'eau minérale qu'on envoie depuis Dell vers le Royaume-Uni avec un cas de déclaration d'exportation suivi d'un transit commun. Donc là, eh bien, on retrouve le schéma habituel, une déclaration d'exportation suivie d'un titre de transit. On n'a plus vos slides. Alors, si ça se reproduit, il vous faut cliquer en fait sur le bandeau que vous avez en bas de l'écran. Sur le bandeau du bas de l'écran, il y a les initiales de Delphine Rack. Si vous cliquez dessus, théoriquement, ça remet les slides en page principale. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Oui, ça fonctionne. Super. Voilà. Si ça revient, essayez de procéder comme ça. Voilà, merci beaucoup. À tous. Alors, du coup... Ouais, non, j'en prie, merci. Alors, déclaration d'exportation suivie d'un titre de transit. Donc là, toujours pareil, le titre
transit scanné permet la montée de la marchandise, le chargement sur le ferry ou dans la navette Eurotunnel. Le transit, du coup, prend le relais de la déclaration d'exportation et permet de justifier la sortie. C'est le justificatif fiscal dont vous parlait Magali tout à l'heure. Et puis, du coup, le transit permet l'acheminement de la marchandise jusqu'au lieu de dédouanement côté britannique. Donc là, important aussi de faire le point avec le destinataire britannique. Donc avec le destinataire britannique pour pour que les formalités de dédouanement soient effectuées sur le bureau de douane intérieur, donc côté britannique. Important de faire le point avec le destinataire, voir s'il peut du coup notifier l'arrivée de la marchandise sous transit à destination. Donc faites le point avec du coup votre client côté britannique. On voit ensuite du coup l'autre cas possible avec cette fois uniquement une déclaration en douane d'exportation sans transit. Une marchandise qui fait Italie-Royaume-Uni. Donc dans ce cas-là, on n'a pas du tout de titre de transit, on se contente de faire une déclaration en douane d'exportation. Là, ça part d'Italie, donc on l'a fait en bureau de douane intérieur, dans le système italien. La déclaration en douane d'exportation, elle génère un document EAD, c'est ce dont vous parlait Magali tout à l'heure. Cet EAD est scanné en frontière et permet de justifier la sortie. Donc, de notre côté, on a exporté hors taxe, on a notre justificatif fiscal, c'est tout bon. Et puis derrière, votre client prend le relais en réalisant ses formalités d'importation au Royaume-Uni. Donc, on peut très bien exporter simplement avec une déclaration en douane d'exportation. Il suffit que côté britannique, votre client vous ait confirmé que lui allait se charger des formalités d'importation sans transit. Du coup, les deux formalités de chaque côté de la frontière sont effectuées de cette façon-là. Je vous parle ensuite, et j'aurai terminé ensuite, de l'Irlande, avec des cas d'acheminement, une importation depuis la République d'Irlande vers la France avec emprunt du territoire britannique. Alors je vous parle de ce cas-là parce que déjà il y a très peu de cas de route directe qui font Irlande, Union européenne. On a quelques bateaux qui font Dublin-Zeebrugge, mais la plupart du temps, les marchandises empruntent ce qu'on appelle le Landsbridge, qui est le territoire britannique. Donc là, on est dans un cas d'importation depuis la République d'Irlande vers la France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Oui. Est-ce que tout le monde voit bien? J'ai le cas de quelqu'un qui n'arrive pas à reprendre la main sur la présentation. Est-ce que c'est bon maintenant? Si vous cliquez sur l'onglet de Delphine Rack, théoriquement, ça fonctionne. A priori, c'est bon pour la plupart d'entre vous. Parfait, impeccable. Excuse-moi Delphine, merci à toi. De rien. Du coup, je vous disais que la République d'Irlande fait partie intégrante de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas d'échange douanier, il n'y a pas de formalité douanière de déclaration en douane à faire pour les envois entre l'Irlande et la France. Même ceux qui empruntent le territoire britannique, il y aura toujours, ces flux sont gérés, sont déclarés simplement mensuellement avec une déclaration d'échange de biens. Ça reste des flux intracommunautaires. Toutefois, comme il y a emprunt du territoire d'un pays tiers, en l'occurrence le territoire du Royaume-Uni, il faut justifier le statut communautaire de ces marchandises avec la mise sous transit T2 pour du coup permettre la traversée d'un territoire tiers par des marchandises communautaires. Donc, ce titre de transit T2, il permet de justifier que ça vient d'Irlande et qu'on est bien sur un flux intracommunautaire. Donc, le transit T2 va permettre du coup au passage de la frontière entre le Royaume-Uni et la France, de permettre l'entrée immédiate dans l'Union européenne des marchandises sous titre de transit T2. Avec une notification à l'arrivée, de l'arrivée des marchandises pour lever la garantie transit, et puis ensuite une déclaration d'échange de biens à l'introduction, puisque ça vient d'Irlande. Donc voilà pour ces flux-là, on est vraiment sur des flux intracommunautaires avec vraiment gérés comme les échanges intracommunautaires actuellement. Par contre, puisqu'ils vont emprunter un territoire tiers, il faudra mettre ces marchandises sous titre de transit T2 si on emprunte le territoire du Royaume-Uni.
Le cas inverse, ensuite, un échange France-République d'Irlande avec emprunt du territoire britannique, hein, toujours. Donc là, eh bien, c'est l'inverse, toujours une déclaration d'échange de biens, cette fois pour le français à l'expédition. On ne fait pas de déclaration en douane d'exportation, hein, puisqu'on envoie tout ça en Irlande. En revanche, pour couvrir l'emprunt du territoire britannique, eh bien, il faudra mettre en place une déclaration de transit T2. Donc, pour créer un transit, il faut demander soit une connexion au système Delta T et puis un statut d'expéditeur agréé transit, étant précisé que vous pouvez tout à fait passer par un prestataire de dédouanement pour accomplir ces formalités déclaratives. Donc, juste la mise sous transit T2. Une petite précision, là je vous parle de la République d'Irlande, je vous parle aussi de l'Irlande du Nord, puisqu'en fait une petite particularité, hein, qui est liée aux accords du Vendredi Saint, signés en 81 pour éviter qu'il y ait rétablissement d'une frontière entre les deux Irlandes. Donc pour respecter ces accords, eh bien, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont décidé qu'il n'y aurait pas de rétablissement de frontières physiques, qu'il n'y aurait pas de contrôle douanier ni de formalité douanière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc il y a une espèce de un peu un arrangement juridique et réglementaire qui permet en fait de gérer les échanges entre l'Union européenne et l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni, mais ces échanges seront considérés comme des échanges intracommunautaires. Il n'y aura pas de formalité douanière pour les échanges avec l'Irlande du Nord. Ils restent dans le territoire fiscal de l'Union européenne. Ce qui fait qu'ils seront gérés avec des déclarations d'échange de biens et puis donc sans formalité douanière. Donc vraiment, dites-vous que la frontière, elle sera entre l'île d'Irlande et puis le Royaume-Uni, hein, ce qui fait que ce qui arrive en Irlande du Nord depuis l'Union européenne, ça sera sous déclaration d'échange de biens ou sous titre de transit T2, mais il n'y aura pas de formalité douanière. Alors intellectuellement, c'est un petit peu bizarre à comprendre, hein, puisque l'Irlande du Nord sera quand même dans l'Union douanière britannique. Donc on attend encore des précisions sur la gestion des marchandises sensibles, notamment concernant les marchandises soumises à contrôle sanitaire et phytosanitaire. Potentiellement, s'il y a emprunt du territoire britannique, il devrait y avoir obligation de fournir du coup un certificat sanitaire pour l'entrée en Irlande du Nord, mais ça demande encore de nouvelles précisions. Il devrait y avoir une diffusion d'instructions de la part des services du ministère de l'Agriculture tout prochainement concernant les échanges de marchandises soumises à contrôle sanitaire, phytosanitaire entre l'Union européenne et l'Irlande du Nord. Donc, précision à venir sur ce point-là. Dernière slide et j'aurai terminé. J'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts par Julien. Les grands points à retenir de l'autre côté de la frontière, je vous ai mis le lien vers le UK Global Tariff, les droits de douane applicables à partir du 1er janvier 2021 au Royaume-Uni. Très simple à consulter, vous avez le lien dans la présentation. Et puis côté britannique, ils ont publié leur Border Operating Model, comment se passera le dédouanement après le Brexit au Royaume-Uni. Il y a des formalités simplifiées de dédouanement pour vos clients, pour vos fournisseurs, vraiment qu'ils se renseignent pour savoir comment gérer le dédouanement de leur côté de la frontière. Et voilà, et j'aurai terminé. Merci pour cette partie-là. Delphine. Merci Magali. Alors pour répondre aux différentes questions qui ont été posées, beaucoup d'interrogations sur la partie facturation, notamment au niveau des mentions obligatoires sur les factures. Alors, je reprends ce que j'avais explicité. Facturation Royaume-Uni post 1er janvier, facturation export avec la mention de l'article 262 grand 1. Comme pour toutes les facturations à l'attention de professionnels export. Facturation à l'attention professionnelle Union européenne, facturation de biens meubles corporels. Là, on ne parle que de la marchandise, pas des prestations de services et du e-commerce. Mais facturation de biens meubles corporels, Intracom 262 terre grand 1, ça ne change pas. 262 grand 1 pour l'export. Et donc, le Royaume-Uni au 1er janvier. Autre problématique qui a été soulevée, les questions liées en fait à l'Incoterm Ex Works. Alors, l'Incoterm Ex Works, effectivement,
il est toujours évidemment possible d'utiliser cet incoterm, si ce n'est que, attention, la question fiscale va de pair avec l'incoterm. Ex-works, le vendeur de la marchandise, ne maîtrise pas le transport, il va facturer hors TVA, et pour prouver la facturation hors TVA à bon droit, il lui faut à la fois un partenaire hors Union, export ou intracommunautaire, et en plus, prouver le flux physique de la marchandise. Le souci, c'est que, comme vous ne maîtrisez pas le transport, vous pouvez ne pas avoir les documents qui prouvent la sortie physique du territoire, et auquel cas vous faire redresser. Donc l'incoterm ex-works, possible, oui, mais attention, dangereux, parce que vous prêtez le flanc à des problématiques fiscales et d'éventuels contrôles fiscaux qui pourraient aboutir à un redressement. Alors, point, je vois aussi sur les palettes NIMP 15. Alors oui, dès le 1er janvier 2021, obligation NIMP 15, alors dans les deux sens de circulation, hein, France, Royaume-Uni, Royaume-Uni, France. La norme NIMP 15 sera requise. D'autre part, on avait une question sur les commandes. Ah oui, commandes passées reçues en 2020, livrées en 2020, qu'est-ce qui se passe? Alors, à partir du moment où la facturation a été mise post 1er janvier, la facturation va devoir prendre en considération les règles que l'on vient d'évoquer, donc règles export. Livraison aussi faite en 2021, donc soumise aux problématiques de douane évoquées juste à l'instant par Magali et Delphine, bien évidemment. D'autre part, oui, Magali ou Delphine, peut-être un point, je ne sais pas si vous avez concrètement les réponses à ce sujet, mais qui est revenu à plusieurs reprises sur les biens à double usage. Alors, oui, j'ai vu, je me permets, hein, Julien, qu'il y a eu plusieurs questions sur toutes les marchandises dites sensibles qui nécessitent éventuellement une licence ou un document spécifique pour pouvoir importer et exporter. Alors là, on entre dans le droit commun, hein, parce qu'on n'a pas d'accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne. Donc, ce qu'il faut aller faire, c'est consulter Rita Encyclopédie pour aller regarder avec la nomenclature douanière du produit quels sont les documents qui sont exigés dans le cas d'une importation de produits en provenance du Royaume-Uni. Hein, et de la même manière, à l'exportation, on peut aller regarder quels sont les documents qui sont requis pour une nomenclature donnée. Donc, il faut aller absolument, et si les personnes présentes aujourd'hui ne savent pas le faire ou ont des difficultés, elles prennent contact avec Delphine ou moi-même et on pourra ensemble aller regarder avec la nomenclature douanière du produit quels sont les documents qui sont demandés dans le cadre des exportations ou importations de droit commun. Merci à toi. Je me permets juste, Julien, juste une petite aparté. Je remercie mon collègue Éric Sinufo du bureau de douane de Dijon qui est intervenu à plusieurs reprises dans le chat pour répondre à des questions. Oui, j'ai vu effectivement à plusieurs reprises, c'était un de vos collègues, très bien. Et puis un point éventuellement qui est revenu assez régulièrement sur les conséquences de la sortie du Royaume-Uni sur le statut d'OEA. Du coup, tant que c'est Delphine Racle là qui parle, du coup, le statut d'OEA, il peut potentiellement être reconnu par les Britanniques, hein, dans le cadre d'un accord un accord commercial, hein, qui viendrait reconnaître les OEA français ou européens. Mais en l'état actuel, eh bien, les OEA britanniques ne sont plus reconnus côté européen et réciproquement. Merci à toi. Alors, la stipulation du numéro EURI sur les factures. Alors, il n'y a pas d'obligation légale sur le fait que ça en fasse partie, des mentions obligatoires sur les factures. En revanche, au niveau douane, cette question, elle revient très souvent, Julien, parce qu'effectivement, les opérateurs s'interrogent pour savoir quelles sont les mentions à apporter sur la facture en matière douanière. Alors, comme tu le disais à l'instant, en fait, les informations douanières ne sont nullement obligatoires, hein, sur les factures. Par contre, on vous invite
à les mentionner parce que tout simplement, quand elles apparaissent sur la facture qui est présentée avec la déclaration d'exportation, ça permet de simplifier grandement le dédouanement puisqu'on a toutes les informations qui concernent à la fois le numéro EORI, l'origine de la marchandise, son code douanier. Donc voilà, vous n'êtes nullement obligé de le mentionner sur vos factures, mais ces éléments peuvent aider et faciliter le dédouanement. Voilà, sachant qu'effectivement, au niveau réglementaire et fiscal, il n'y a pas d'obligation, ni dans le cadre du Code général des impôts, ni dans le cadre du Code de commerce, de le mentionner sur les factures. Ça ne fait pas partie des mentions obligatoires et le manquement éventuel ne pourrait pas vous être reproché lors d'un contrôle. Oui, c'est Delphine Racle. Bien souvent, hein, la demande de mentionner le numéro EORI sur vos factures, elle va plutôt émaner de votre prestataire de dédouanement, tout simplement parce que ça lui facilite la tâche et il trouve le numéro EORI sur la facture très rapidement et très simplement. Mais ce n'est pas une exigence douanière. Alors, je vois une question sur le numéro EORI qui remplacerait la TVA intracommunautaire. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. La TVA, en fait, la facturation de la TVA n'a pas de rapport effectivement avec le numéro EORI qui est en fait l'internationalisation du numéro tirette. Si je ne m'abuse, c'est bien ça, Delphine Magali. Hein. C'est ça. Il est obligatoire pour remplir une déclaration en douane. Ça permet d'identifier l'opérateur sur sa déclaration en douane. Donc, si on n'en a pas, il faut tout de suite en faire un sur le site de la douane. Alors, autre question sur le numéro fiscal qui remplace le numéro TVA intracom. Alors, dans la mesure où effectivement les ressortissants britanniques n'auront plus de numéro TVA intracommunautaire, il faut, pour que vous n'ayez pas de souci dans le cas des mentions obligatoires posées sur la facture, que l'identité de votre partenaire, de votre client, soit la plus précise possible. Donc, si effectivement il vous communique un numéro d'identification fiscale britannique, vous le portez sur la facture. Si, malgré vos relances, il est dans l'incapacité de le faire, vous devez tout faire pour qu'on voit bien apparaître le fait que la structure que vous facturez est bien, a une adresse au Royaume-Uni et qu'elle est bien assujettie là-bas par le biais d'un numéro d'immatriculation, si possible, effectivement. Mais le numéro de TVA Intracom ne vous sera plus donné par les partenaires britanniques et du coup, plus vérifiable sur vie sur le site de la Commission européenne. Ça, c'est évident. Est-ce que, si Magali, Delphine, si vous avez d'autres questions Alors, moi, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la reconnaissance des simplifications qui sont aujourd'hui données dans le cadre des accords de libre-échange. Alors, qu'on soit effectivement sur la certification OEA ou l'origine de la marchandise sur facture pour la relation préférentielle et l'exonération des droits. Toutes ces choses qui sont aujourd'hui ouvertes dans le cadre d'accords de libre-échange signés entre l'Union européenne et des partenaires tiers n'est pas encore acté avec le Royaume-Uni puisque l'accord qui est en cours de discussion n'est toujours pas signé. Hein. Donc, on sera dans des relations pays tiers comme avec la Chine ou avec les USA. Donc, on ne travaillera pas effectivement au départ avec des simplifications telles qu'on les connaît dans le cadre des accords de libre-échange que l'Union européenne a pu signer avec d'autres partenaires. Alors, on a une autre question sur effectivement la facturation et la livraison, sur le fait d'éviter de facturer en 2021 et livrer facturer en 2020 et livrer en 2021. Oui, alors ça, là aussi, attention, parce que il faudra regarder de près le lieu de livraison. Si on est sur une facture à l'attention d'un partenaire britannique avec une livraison en France, ou une facture d'un Britannique qui aurait un siège en France, on facturerait en France et on livrerait au Royaume-Uni, là aussi, les règles de facturation sont à respecter et c'est le lieu, effectivement, de sortie de la marchandise qui va l'emporter. Si vous facturez, par exemple, un Britannique et que vous livrez en France et que vous n'avez que la preuve de la livraison en France, la facturation sera une facture TTC, taux TVA française, et pas hors taxe dans ce cas-là, parce qu'on n'a pas la preuve de la sortie de territoire de la marchandise. Autre question. Ah oui, là, une question sur les normes. Les normes CE, est-ce qu'elles seront applicables ou pas? Là, justement, toute la difficulté de la réglementation et de l'harmonisation des procédures normatives et réglementaires se pose avec ce que j'évoquais sur le fameux UKCA.
et cette période de transition pour certains produits qui irait jusqu'au 1er janvier 2022 et qui permettrait à ces produits de continuer à circuler sous couvert du marquage CE. Il se peut tout à fait que certains produits qui pour l'instant sont marqués CE et sont tout à fait acceptés sans entrave au Royaume-Uni, il se peut qu'il y ait des modifications. Alors à la marge certainement, mais des demandes de tests peut-être spécifiques de la part des Britanniques, ou alors tout l'inverse, parce qu'un des enjeux effectivement de ce deal ou de ce no deal, c'est d'éviter au maximum que le Royaume-Uni fasse du dumping à tout niveau. Et c'est un des enjeux effectivement des négociations auxquelles Michel Barnier participe et représente l'Union européenne. Et c'est ce qui sera évité dans la mesure du possible. Pour l'instant, on n'a pas encore d'idée là-dessus sur ce fameux level playing field qui est l'enjeu de la concurrence entre les États. Alors, encore beaucoup de questions. On a quelque peu débordé et nous nous en excusons. Nous vous enverrons les présentations, bien évidemment, par mail. Vous pouvez nous reposer toutes les questions sans réponse, soit auprès des douanes, soit auprès de nos services. On fera les transferts, bien évidemment. Nous restons tous à votre disposition. Je remercie bien évidemment Magali Benet, Delphine Drac, de leurs explications qui ont été très claires. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on reste bien évidemment à votre disposition par la suite. On s'excuse bien sûr aussi des quelques défaillances que nous avons subies en début d'intervention. Merci en tout cas à vous, merci, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci également et n'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions.